Il y a eu une petite polémique sur le caractère véridique ou pas de vos diplômes. Expliquez-nous. Cette polémique, elle illustre exactement ce que j'ai écrit dans le livre, c'est-à-dire la dissonance cognitive. Les gens n'y croyaient pas. J'ai 3 doctorats à 29 ans. Les gens étaient là, mais c'est pas possible. Donc au début, il y a eu la phase de déni. Ce n'est pas possible, il peut pas avoir 3 doctorats. Alors j'en ai été réduit, vous vous rendez compte, à publier mes diplômes sur mon site. Donc ils sont sur mon site maintenant, vous allez sur idrissaberkane.org. J'ai abattu mes cartes, évidemment, mes détracteurs ont vu que je ne bluffais pas. Et au lieu de s'excuser, ils se sont dit, bon alors, il y a des titres, on pourrait un petit peu les modifier, etc. Mais bon... les faits sont là, j'ai 3 doctorats à 29 ans, j'enseigne à l'école centrale, mon 3e doctorat est à l'école polytechnique, à laquelle j'ai été chercheur associé pendant 1 an, j'ai été chercheur invité à 20 ans à Stanford, invité en plus par Solomon Pfefferman, prix Schock de logique, qui est l'équivalent du prix Nobel de logique, et je suis resté chercheur affilié à Stanford un certain temps. Mais bon, cette polémique, elle démontre aussi un vrai problème, en fait. C'est que, en attaquant mon CV, évidemment, mes détracteurs attaquaient la partie la moins fragile de l'ouvrage et de la campagne. Mon CV, c'est la partie la plus solide dans tout ça. C'est les idées qu'il faut attaquer. Et les petits esprits, évidemment, attaquent les gens. Mais les grands esprits attaquent les idées. J'ai vu rien pour l'instant sur les idées, et ce sont les idées qui sont importantes dans ce livre. Est-ce qu'en effet l'utilisation du terme d'enseignant-chercheur rattaché à Polytechnique ou à Saclay, non ? J'ai jamais utilisé ce terme-là. C'est les médias qui l'ont utilisé. Bien sûr, j'ai jamais utilisé ce terme-là. Moi-même, dit que j'étais enseignant-chercheur à Polytechnique, je n'ai jamais dit. Non. Donc c'est le temps des médias qui a fait qu'ils n'ont pas eu le temps d'expliquer en fait votre parcours, c'est ça ? Encore une fois, c'est pas le sujet intéressant. C'est-à-dire que c'est quand les médias doivent présenter quelqu'un, il enseigne, il est prof. Donc, qui mettent prof. Vous avez une bande dessinée aujourd'hui qui parle des enseignants. Cette bande dessinée s'appelle Les Profs. Ça s'appelle pas Les Enseignants. Bon, c'est parce que c'est pas le sujet. Je pense que les gens n'ont pas du tout les termes administratifs. Ils s'en foutent complètement. Le sujet qui les intéresse, ce sont les idées. Et ce livre, il est évidemment à propos d'idées et d'idées qui sont là pour déranger. Vous savez bien qu'on peut pas être crédible aujourd'hui si on n'est pas attaqué. C'est exactement comme un avion de chasse. Un avion de chasse, s'il a pas fait un petit peu de champ de bataille, il est pas crédible. Je voudrais pas piloter un avion de chasse qui n'a pas pris quelques missiles, qui n'a pas fait du champ de bataille. Ce livre, il a fait du champ de bataille, et j'en suis fier. Il est assez riche, ce livre, on ne peut pas le résumer en quelques minutes. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on est dans l'invité de l'économie, c'est la partie sur la neuroéconomie. Donc la neuroéconomie, c'est l'étude du cerveau avec l'économie, donc les neurosciences et l'économie, le comportement de l'homme. Pourquoi ça vous a attiré, ça ? Parce qu'on fait tout un tas de présupposés sur l'homme, notamment le fameux présupposé de Homo economicus qui... donc l'homme économique. De l'homme économique, exactement, qui serait parfaitement rationnel. Et ce qu'on voit dans les situations économiques classiques, c'est que l'homme n'est pas rationnel et que l'homme ne cherche pas son meilleur intérêt, que l'homme a des biais, que l'homme fait des erreurs, et que ça change considérablement les modèles économiques. Et ça, évidemment, les neurosciences commencent à l'expliquer aujourd'hui. Donc ça viendrait contredire l'école classique et néoclassique du libéralisme. En fait, c'est pas que ça viendrait contredire, ça l'a totalement contredit depuis 40 ans. Et ça l'a balayé. C'est fini. La théorie du choix rationnel, elle est dépassée aujourd'hui. En économie, on sait que les êtres humains ne prennent pas systématiquement des choix rationnels. Ce qui est en un sens tant mieux, puisque l'être humain n'est pas un robot, l'être humain n'est pas un algorithme de trading. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, mais on peut comprendre que ça peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Parce que là, vous avez des mots très très durs sur la manière dont on utilise les travaux des neurosciences. Expliquez-nous. En fait, l'origine de ce livre, et c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles j'ai été honoré de certaines attaques, parce que pour moi, évidemment, c'est un honneur, à partir du moment où on parle du fait que les sciences peuvent être appliquées de façon négative, et en particulier, ce qui m'a motivé à faire ce livre, c'était que on a eu les preuves que certains membres de l'American Psychological Association, qui est une très grande association savante, qui d'ailleurs ne souffre aucune critique en soi, c'est une excellente association, et c'était quelques membres indépendants, se sont rendus coupables de participation à un programme de torture. Donc ils ont utilisé leurs connaissances en neurosciences pour torturer des gens. Et pas directement, bien sûr, mais pour aider des gens à concevoir des modèles de torture. Et ça, évidemment, ça m'a interrogé sur la question de la neuroergonomie. Moi, mon 3e doctorat était en neuroergonomie industrielle. Et la neuroergonomie industrielle, son objectif, c'est de rendre l'homme plus productif. Et évidemment, après avoir fait ce doctorat, je me suis posé la question, mais est-ce que rendre l'homme plus productif, ça va le rendre plus heureux ? Et il est évident que
Tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément productif. Et ça, c'est la grande réponse de ce livre, de dire que au-delà des neurosciences, il y a la question de l'épanouissement. Et la question de l'épanouissement, eh bien, elle relève d'un monde que j'ai appelé dans mon livre la neurosagesse. Alors, on n'y est pas du tout. Hein. Vous dites à un moment, la consommation n'est plus au service de l'homme, mais l'homme au service de la consommation. Regard très, très dur sur le marketing. Mais malheureusement, c'est pas le marketing en soi. Le marketing est un outil, donc il peut être positif comme négatif. Et le marketing peut être très intéressant quand on markete les sciences, par exemple. Aujourd'hui, vous parlez de manipulation, très clairement. Non, je dis qu'il y a des possibilités de manipulation dans le marketing et qu'il repose là-dessus. La base du marketing, c'est quoi? C'est d'associer à un produit quelque chose que les gens désirent et qu'ils ne peuvent pas avoir. Ouais. Vous avez une bière, vous associez une jolie blonde. Comme ça, le cerveau a un peu l'impression qu'il a acheté la jolie blonde quand il consomme. Vous dites le sexe et la mort, ça fait vendre. Le sexe et la mort, ça fait vendre. Eros et Thanatos, le sexe et la mort. Si vous voulez vendre une bonne bière, eh ben, il faut du sexe. Si vous voulez vendre une bonne guerre, il faut de la mort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est là qu'est la manipulation. C'est là, bien sûr, c'est là qu'elle est, tout à fait. Mais pour libérer l'humain, il faut la lui expliquer. Et c'est pour ça que je consacre un chapitre entier dans mon livre aux manipulations du marketing, en expliquant comment elles fonctionnent. Et c'est vrai que quand je dis qu'aujourd'hui, c'est plus la consommation qui est au service de l'humain, mais l'humain qui est au service de la consommation, bah, il est vrai que il faut créer de la frustration. Le principe du marketing aussi, c'est de répondre au fait que l'offre est supérieure à la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de biens de consommation. Et donc, quand l'offre est supérieure à la demande, il faut différencier les produits, il faut leur associer une image, une aura, quelque chose comme ça. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'avec le marketing, on va créer des frustrations permanentes. Mais les frustrations, elles peuvent se manifester en violence. Oui, c'est ce que vous dites, que ça crée de la violence. Vous parlez d'un réservoir de violence. Oui, vous avez très très bien lu le chapitre. Effectivement, la frustration, c'est exactement comme un ressort qu'on aurait tendu. Quand des gens, on a passé leur temps à leur dire « tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait », eh bien l'insatisfaction cumulée, on le sait en psychologie, peut créer de la violence physique par exemple, ou de la violence verbale ou sur les réseaux. Et toute cette violence, en général, elle se purge, donc notamment sur les réseaux. On le voit par le trolling, etc. Donc c'est des frustrations quotidiennes qui vont être purgées. Mais parfois, ça peut se faire dans la rue. Quelqu'un enraye sa voiture, va sortir un fusil à pompe et tuer la personne. Alors, Idriss, est-ce que la neuroéconomie va faire le bien de l'homme avec toutes les études que vous avez faites? Mais non, mais une science, mais c'est pour ça. Ce que je dis clairement dans mon livre, c'est que les sciences ne font jamais le bien de l'homme en soi. Mais est-ce que les hommes qui prennent cette science nous amènent vers le meilleur? Et je sais pas, je connais pas la sagesse des gens qui l'utilisent. Une science, c'est une technique. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je le rappelle tout le temps dans le livre. Une science est un moyen. Une science, c'est un comment. Ça répond à la question comment. Comment prédire le comportement de telle ou telle personne? Comment prédire le comportement de tel ou tel marché? Ça, on l'a. La neuroéconomie le permet. Maintenant, pourquoi? C'est ça la question du bonheur, c'est pourquoi on va utiliser la neuroéconomie. Ça relève pas des sciences, ça relève de la sagesse. Et si les gens sont sages, eh bien le pourquoi sera noble. Si les gens ne sont pas sages, le pourquoi sera ignoble. Alors, Idriss Aberkan, vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis. Vous avez une thèse. J'ai pas fait d'études aux États-Unis, j'ai été chercheur uniquement. Donc vous connaissez les États-Unis, vous avez une thèse en géopolitique. Tout à fait. Est-ce que vous avez une analyse de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis? Autrement dit, comment comprendre qu'une partie de la classe populaire américaine, une partie, est votée pour Donald Trump? Déjà, on sait aujourd'hui que les médias ont beaucoup plus soutenu Hillary Clinton et que ça a joué en faveur de Donald Trump qui a pu dire « je suis un candidat anti-système ». Alors, je suis désolé de dire des choses qui fâchent, mais la couverture médiatique de la campagne Trump-Hillary a été jugée par la population américaine, en tout cas, comme relativement malhonnête. Donc, et ça a joué, évidemment, en faveur de Trump, parce qu'il a pu dire « la couverture est malhonnête ». Et je pense qu'objectivement, ça a été un fait, pour le coup. Maintenant, il y a des analystes qui ont bien mieux répondu que moi à cette question et qui ont dit, en général, les gens votent pour le candidat qui dégage le plus d'émotions. Voilà. Ça, c'est une règle assez générale. Émotion, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qui vous met en mouvement. Et un candidat qui vous met en mouvement, c'est pour lui que vous allez voter, même si les émotions sont négatives ou violentes ou racistes ou ce que vous voulez. Et il est clair que Donald Trump a déplacé beaucoup plus d'émotions qu'Hillary Clinton. Est-ce qu'il a joué sur le sexe et Thanatos? Il a joué, bien sûr, à plein. D'un point de vue marketing, vous savez, il y a Idriss Shah, que je cite, je cite dans mon livre, et qui a été considérablement attaqué toute sa vie durant. D'ailleurs, c'était un de mes modèles et un de mes maîtres. D'ailleurs, c'est même grâce à lui que je m'appelle Idriss, la petite histoire. Eh bien, Idriss Shah disait, vous pouvez en apprendre bien plus de la condition humaine à Madison Avenue, donc la mecque du marketing américain à New York, que des experts de la condition humaine, parce que les marketeurs, eux, leur survie dépend de leur capacité à prédire le comportement d'un humain. Eh bien, ce qu'a montré Trump, c'est exactement ça. Il a utilisé des techniques de marketing qui sont
pour vendre un paquet de lessive, en fait, mais qui marche très très bien en politique. La citation d'Idriss Aberkane. Les petits esprits attaquent les gens, les grands esprits attaquent les idées, s'inscrit dans une réflexion sur la qualité des débats et la même manière dont les individus abordent les conflits intellectuels ou idéologiques. Cette phrase fait écho à une distinction bien établie entre les différentes approches que l'on peut adopter face à une opposition d'idées ou de perspectives. D'un côté, les petits esprits se concentrent sur des attaques ad hominem visant la personne plutôt que le contenu de son discours. De l'autre côté, les grands esprits transcendent les conflits personnels pour se concentrer sur les idées elles-mêmes, cherchant à les confronter, les critiquer ou les améliorer. Cette distinction est cruciale pour comprendre la dynamique des échanges intellectuels et sociaux, et elle soulève des questions sur la nature de l'intelligence, de la sagesse et de l'éthique dans les débats. Les attaques ad hominem sont courantes dans de nombreux contextes, qu'il s'agisse de discussions politiques, de débats académiques ou de simples désaccords sur les réseaux sociaux. Ces attaques consistent à discréditer une personne en soulignant ses défauts, ses erreurs passées ou ses motivations, plutôt que de répondre directement à ses arguments. En agissant ainsi, les petits esprits se laissent guider par l'émotion, l'orgueil ou la volonté de dominer l'autre. Ce type de comportement reflète souvent une incapacité ou un refus de s'engager dans une réflexion critique et argumentée. En effet, attaquer une personne est plus facile et plus immédiat que de déconstruire une idée complexe. Cela permet aussi de détourner l'attention des véritables enjeux du débat, en focalisant la discussion sur des aspects superficiels ou personnels. Cette approche peut être particulièrement destructrice dans un cadre collectif, car elle tend à polariser les positions, à envenimer les conflits et à empêcher toute forme de dialogue constructif. En revanche, les grands esprits adoptent une attitude différente. Ils comprennent que les idées sont au cœur de toute discussion significative et qu'il est essentiel de les aborder avec rigueur et discernement. Attaquer une idée plutôt qu'une personne nécessite un effort intellectuel plus important, car cela implique de s'engager dans une analyse critique, de peser les arguments pour et contre, et de proposer des alternatives ou des améliorations. Cette démarche reflète non seulement une certaine intelligence, mais aussi une forme de respect pour l'autre et pour le débat lui-même. En effet, en s'attaquant aux idées, les grands esprits reconnaissent implicitement que chaque interlocuteur a une valeur intrinsèque, indépendamment de la justesse ou de l'erreur de ses opinions. Ils cherchent donc à élever le niveau de la discussion, à trouver des points communs ou à parvenir à une compréhension plus profonde des sujets abordés. Cette distinction entre attaque personnelle et attaque d'idées est également une question d'éthique. Les petits esprits agissent souvent par intérêt personnel, par désir de victoire ou par ressentiment. Leur approche est égoïste et destructrice, car elle vise à affaiblir ou à ridiculiser l'autre, sans se soucier des conséquences à long terme pour le débat ou pour la relation entre les interlocuteurs. Les grands esprits, en revanche, agissent dans un esprit de coopération et de recherche de la vérité. Leur objectif n'est pas de vaincre l'autre, mais de progresser ensemble vers une meilleure compréhension des idées. Cette attitude est fondée sur le respect mutuel, la reconnaissance de la valeur des opinions différentes et la volonté de construire plutôt que de détruire. La citation d'Idriss Aberkane renvoie donc à une conception noble du débat, où l'intelligence et la sagesse se manifestent par la capacité à dépasser les conflits personnels pour se concentrer sur les idées. Cependant, il est important de noter que cette distinction n'est pas toujours claire dans la réalité. Il existe des situations où les attaques personnelles peuvent être inévitables ou justifiées. Par exemple, lorsqu'une personne utilise son pouvoir ou son statut pour imposer des idées dangereuses ou malhonnêtes. Dans ce cas, critiquer l'individu peut être nécessaire pour protéger le bien commun ou pour dénoncer une injustice. De plus, il est possible de s'interroger sur les motivations des grands esprits eux-mêmes. Sont-ils toujours animés par une quête sincère de vérité? Ou peuvent-ils être influencés par des intérêts cachés, des biais inconscients ou des stratégies de manipulation subtiles? La frontière entre les petits esprits et les grands esprits peut donc être plus floue qu'il n'y paraît,
et elle dépend en grande partie du contexte et des intentions sous-jacentes. Néanmoins, la distinction établie par Aberkan reste un idéal vers lequel on peut tendre. Elle invite à réfléchir sur notre propre comportement dans les débats et sur la manière dont nous abordons les désaccords. Sommes-nous capables de critiquer les idées sans attaquer les personnes? Sommes-nous prêts à écouter les arguments opposés, à les comprendre et à les intégrer dans notre réflexion? Avons-nous la maturité intellectuelle et émotionnelle pour accepter que nos propres idées puissent être critiquées, sans ressentir le besoin de nous défendre de manière agressive? Ces questions sont essentielles pour quiconque souhaite participer à des discussions productives et enrichissantes. En fin de compte, la citation d'Idriss Aberkan pose la question de la qualité de nos débats, de notre capacité à dialoguer de manière constructive et de notre volonté de progresser ensemble vers une meilleure compréhension des idées. Elle nous rappelle que les attaques personnelles sont non seulement stériles, mais aussi nuisibles à la recherche de la vérité et à la construction d'une société fondée sur le respect et la collaboration. Les grands esprits, en choisissant de s'attaquer aux idées plutôt qu'aux individus, montrent la voie vers une forme d'intelligence plus élevée, où l'objectif n'est pas de dominer l'autre, mais de grandir ensemble à travers le débat et l'échange.